Il y a un pays membre qui est très inquiet, c'est Recep Tayyip Erdogan. C'est bien évidemment la Turquie. Que nous dit-il? Il a réagi en disant ce matin, il y a quelques minutes, on l'a appris, la perspective d'un conflit direct entre l'OTAN et la Russie est préoccupante. On va en parler en plateau, mais bien évidemment, ça le fait monter, ça le fait sortir de son silence, Recep Tayyip Erdogan. Eh oui, mais ça montre que l'OTAN, c'est pas un bloc monolithique, qu'il y a des pays comme la Turquie qui a toujours eu un rôle particulier, qui a continué d'avoir des contacts évidemment avec Moscou, qui sont pas complètement sur cette même ligne et qui voient avec inquiétude l'arrivée de ces F-16, ces livraisons d'armes qui continuent et qui s'ancrent sur la durée, et puis qui voient aussi que les lignes rouges des Occidentaux, eh bien, elles sautent les unes après les autres, qu'il y a ces armes occidentales pour lesquelles maintenant l'Ukraine a l'autorisation de frapper de l'autre côté de la frontière, en territoire russe. Ce sera d'ailleurs l'un des objets de la rencontre entre Joe Biden et Zelensky. Là aussi, Zelensky veut que les Américains lèvent un certain nombre de leurs restrictions. La ligne de Recep Tayyip Erdogan, elle est partagée par Viktor Orban, le Hongrois, qui lui aussi a fait cavalier seul. Vous savez, est allé à Moscou voir Poutine il y a quelques jours. C'est très très mal passé ici du côté de ses partenaires de l'OTAN. Mais finalement, la Turquie, comme la Hongrie, sont des pays particuliers qui espèrent aussi jouer un rôle de médiateur éventuellement à l'avenir, de go-between entre l'Occident et la Russie. Et c'est aussi ce qui explique ces déclarations tonitruantes. Merci beaucoup Magali. Ne partez pas trop loin avec Éric Jossé. On vous remercie tous les deux bien évidemment parce qu'on vous attend aussi sur ce communiqué de l'OTAN qui a particulièrement ciblé la Chine hier. On va voir aussi les réactions du Kremlin. Bien évidemment, Recep Tayyip Erdogan le disait, menace sérieuse. Que nous dit Dimitri Peskov aujourd'hui? La Russie prévoit des mesures pour contrer la menace sérieuse, là aussi menace sérieuse, posée par l'OTAN, jugée pleinement impliquée dans le conflit autour de l'Ukraine. Voilà ce que dit Dimitri Peskov, qui juge l'OTAN d'ailleurs pleinement impliquée. Xavier de Giacomo, il faut y voir une évolution du discours. Au contraire, vous pensez que c'est du bluff, c'est toujours la même chose? Il y a une évolution du discours, ouais. Il y a une évolution aussi portée par Dimitri Medvedev, qui est le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, qui dit qu'il va falloir défaire soit l'OTAN, soit l'Ukraine. Et en fait, voilà, c'est bien tout leur problème. C'est que et je fais une parenthèse, Medvedev qui dit de toute façon, même si l'Ukraine nous donne ce qu'on veut, ça continuera. Nous, on ne va pas s'arrêter là en fait. Oui, on ne s'arrêtera pas aux 4 oblasts revendiqués de manière tout à fait officielle par Vladimir Poutine il y a quelques semaines. On lisait dans ses propos que de toute façon les 4 oblasts c'était que le début et qu'ensuite la volonté russe c'est de contrôler entièrement l'Ukraine qui, pour les Russes, pour le gouvernement russe, pour Vladimir Poutine, fait partie intégrante totalement de la Russie. Il peut y avoir un risque de conflit direct, Marc Semo, ou pas? Oui, il peut. Non mais on a un pied, on avance vers ça. C'est-à-dire que, comme le disait Xavier, pleinement impliqué, ça veut dire évolution du discours. Là, vraiment, on n'est pas loin. Il y a une évolution du discours qu'il ne faut quand même pas exagérer. Dimitri Medvedev. Je ne parle pas de Medvedev, là je parle de Dimitri Peskov. Voilà. Medvedev va plus loin. Et dans une veine histrionique qui a toujours été la sienne, menaçant y compris de frappe nucléaire sur Washington, ne le prenons pas au sérieux, il sert juste à d'épouvantail. Il a changé de ton. En revanche, oui, il y a un changement de ton, il y a un risque, parce qu'effectivement, l'OTAN a pris un certain nombre de décisions fortes, notamment finalement l'envoi de ces F-16. Alors là, c'est plus politique que militaire, parce qu'on ne sait pas combien ils sont, on en parlera après. On va en parler dans un instant, parce que Gaëtan Pau sera avec nous. C'est montrer à l'Ukraine qu'on est avec elle. J'étais à Kiev il y a 15 jours, c'était extrêmement frappant à quel point les autorités ukrainiennes commençaient à avoir des doutes. Leur phrase qui revenait, c'était « Les Américains sont notre principal soutien, notre principal problème ». Alors maintenant, il y a eu un certain nombre de gestes clairs, mais même si on parle de chemin irréversible, ce qui pour les Ukrainiens est fondamental, le chemin chemin irréversible, c'est pour l'intégration future de l'OTAN. On a dit chemin mais c'est le mot irréversible qui fait réagir les Russes. Voilà, c'est le mot irréversible, parce que les Russes, sur les 4 oblasts, n'arrêtent pas de dire condition de la paix, c'est que neutralisation de l'Ukraine qui ne soit pas dans l'OTAN. Et pour l'Ukraine, la seule vraie garantie de sécurité, c'est être dans l'OTAN, pouvoir bénéficier de l'article 5. Ouais. Et chemin irréversible, on n'est pas dans l'OTAN. Et les Russes, la seule chose qu'ils regardent, c'est si on est dans l'OTAN, article 5, ou non. Les accords bilatéraux de défense que l'Ukraine a passés avec énormément de pays de l'OTAN, une vingtaine, par les États-Unis, mais aussi la France, ne prévoient pas. Il y a eu la Pologne aussi, un accord bilatéral de sécurité. Il y a à peu près tout le monde.
ne prévoit pas une assistance mutuelle en cas de guerre. Alors, ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas l'article 5. Donc on est quand même dans une situation d'entre-deux, où effectivement Volodymyr Zelensky a obtenu des choses. C'était beaucoup mieux que Vilnius, où globalement on lui avait dit l'Ukraine rentrera dans l'OTAN quand les conditions seront réunies. Parce qu'il s'était énervé. Vous vous rappelez, sur son compte Twitter et Telegram, il s'en était énervé, et justement ça lui avait été reproché. Bas d'ailleurs à cette, pour 75e anniversaire. Là c'est mieux, il l'a fait. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus, et c'est logique que par rapport à ces progrès, la Russie monte le ton, et je terminerai là-dessus, parce qu'elle sait que Joe Biden est extrêmement préoccupé de tout risque d'affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, que jusqu'ici, à chaque fois, sur ce genre de choses, il avait été extrêmement prudent, qu'il est extrêmement réticent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il a tellement traîné pour les armes et qu'il ne veut pas d'une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN immédiate. Donc voilà, les Russes en jouent. À chaque fois qu'ils sentent que de l'autre côté on est hésitant, ils poussent leur avantage. On y reviendra aussi, parce que sur les armes, il semblerait que ça bouge un peu du côté britannique, mais aussi même du côté américain. Il y a un adjoint dans Voice America, adjoint au secrétaire d'État américain, qui dit, et on le verra dans un instant, là on étudie vraiment minutieusement la question. Guillaume Lagalne, est-ce que là aussi vous vous dites, vous, pareil que Xavier Giacomondi et Marc Semo, on se rapproche quand même d'une confrontation? Est-ce qu'il y a des risques réels? Est-ce que le discours change un petit peu ou réellement? Non, moi je ne le lis pas comme ça. Je trouve que ce sommet, on l'a dit, ce sommet est plutôt un succès dans le sens où il n'y a pas eu de dissension visible, comme on en avait eu à Vilnius, sur le chemin de l'Ukraine vers l'OTAN. Maintenant, si vous voulez, ce sommet n'a rien annoncé qui ne soit déjà dans les tuyaux depuis des mois sur le dossier ukrainien. La question de l'irréversibilité, c'est vrai que le terme a été très discuté, mais Marc Semo l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de date donnée. Donc, si vous voulez, une adhésion irréversible, ça peut être dans 1500 ans. Il n'y a pas de... Ouais. Voilà, mais c'est véritablement la ligne rouge des Russes. C'est vraiment le problème fondamental. Non, mais je crois que ce n'est pas seulement la ligne rouge des Russes, c'est surtout la ligne rouge des Américains. C'est que les États-Unis ne veulent pas... Parce qu'à partir du moment où l'Ukraine est dans l'OTAN, ce sont les États-Unis qui doivent défendre l'Ukraine. Parce que l'OTAN, c'est ça. Oui. Et donc, il y a un réalisme qui prévoit à Washington, qui est de donner une perspective européenne et otanienne, occidentale à l'Ukraine, sans aller jusqu'à... Vous rappelez qu'à Vilnius, c'était le débat entre les Américains, les Allemands et les Français qui avaient changé leur position et qui disaient non, finalement, l'Ukraine dans l'OTAN, c'est plutôt une bonne chose. Et les Américains qui voyaient les Européens leur refiler le mistigris et qui leur disaient non, finalement, l'Ukraine, ça prend un peu plus de temps. C'est du côté russe que c'est perçu comme une menace qui progresse. Non, mais oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a réellement dans la tête des dirigeants russes? Vous avez raison, Xavier. Mais c'est répondre pour répondre, comme d'habitude. On pourrait très bien imaginer que si on est dans le cadre d'une grande négociation demain avec une administration Trump, et si sur d'autres sujets les Russes trouvent des avantages octroyés par les Occidentaux, ils changeront leur discours sur l'Ukraine. Il faut se rappeler que la Russie, si vous voulez, c'est une dictature. Donc à partir du moment où Poutine changera sa position, je pense que la diplomatie russe s'alignera. Même si je vous rejoins sur le fait que c'est le discours officiel russe, pas d'Ukraine dans l'OTAN. Maintenant, juste pour revenir sur la question qui était posée, c'est-à-dire le bilan du sommet, est-ce qu'il y a une confrontation? Bon, quand même, les annonces qui ont été faites sont des annonces qui sont positives pour l'Ukraine, mais ce sont des annonces, je le répète, qui étaient déjà connues, et il n'y a rien finalement de très nouveau. Même les F-16 sur lesquels on se concentre. On va y venir. Je ne parle pas des F-16 en tant qu'armement, mais en tant que canon, si vous voulez. C'était déjà dans les tuyaux. Donc effectivement, voilà, c'est annoncé officiellement. Et même les 40 milliards, pareil. Et même les 40 milliards, on ne sait pas très bien. C'est-à-dire qu'il faut renégocier à chaque fois. Les 40 milliards. La volonté. Ce que je veux juste dire, c'est que le grand succès, à mon avis, du sommet, c'est quand même d'ancrer l'aide à l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça, c'est une nouveauté. Parce que, de manière extrêmement technique, vous savez, la coordination qui se faisait dans les transmissions de matériel vers l'Ukraine était jusque-là quelque chose qui était entre États, dirigé par les États-Unis. Désormais, ça sera une mission de l'OTAN. Et donc, ça peut ne rien changer. En réalité, ça change tout. Ça veut dire que si demain, un nouveau président américain, par exemple M. Trump, décidait de mettre fin à la politique américaine d'aide à l'Ukraine, l'OTAN pourrait dire, écoutez, peut-être que pour vous, ça sera comme ça, mais pour nous, OTAN, on va quand même continuer à faire cette aide. Donc c'est une manière, en fait, le succès du sommet pour les Ukrainiens, je le vois plutôt comme une espèce d'assurance que les Occidentaux se sont donnés contre une éventuelle réélection de M. Trump, si tant est, ce qui n'est pas du tout sûr, que cette réélection signifie la fin de l'aide à l'Ukraine. Vous partagez cet avis aussi ou pas, Isabelle, avant qu'on parle du point de vue technique et de la livraison des F-16 qui vont arriver cet été? Oui, globalement, tout à fait. Et je voudrais ajouter, pour continuer sur le point que vous avez développé, que c'est intéressant de noter que la position de l'OTAN, très ferme, sur pas mal de sujets, et pas du tout celle des États-Unis, finalement.
qui sont beaucoup plus prudents, qui avaient traîné des pieds pour les F-16, pour l'intégration, etc. Et ça apporte une pierre dans le jardin de ceux qui disent la guerre finalement des Russes, elle est en réaction aux actions des États-Unis et donc de l'OTAN, et qui font l'amalgame en fait entre OTAN et États-Unis. Et on voit bien que l'OTAN c'est beaucoup plus large que les États-Unis, qui ont une place importante, mais qui ne sont pas les seuls décideurs, quoi. Et l'OTAN a une politique véritable en fait.